Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et je vais faire la réponse à la question du samedi de coup critique. Écoutez, les autres qui capotent, tous les fois je fais une réponse, ils ont tout le temps hâte de me voir dans mon char à bien nommer, puis dire mes mots, puis pas faire de mots d'église ou en faire tout plein. Regardez bien ça. La question est intéressante, c'est un point de règle. Donc, quand est-ce qu'une règle, en fait, devient trop imposante dans une séance de jeu de rôle? Quand est-ce qu'elle va prendre trop de place? Question assez ouverte, selon ce qu'ils disent eux-mêmes, et je comprends. Mais moi, spontanément, il m'est venu une réponse un peu technique. Toute simple, en fait, c'est à toutes les fois que dans une scène quelconque, il faut que tu invoques une règle pour régler la situation, et que cette règle-là, à toutes les fois qu'elle arrive, elle ouvre une discussion, donc on arrête de jouer et on parle du jeu, comment il est fait. C'est sûr que là, ça peut être imposant de façon très, très technique, parce que oui, c'est un arrêt de jeu pour déterminer l'interprétation de la règle. C'est ça, ça va arriver quand une règle, mettons, n'est pas assez claire, quand on ne s'entend pas sur son interprétation. Ben oui, c'est l'ostinage de règles. Je pense que tout le monde en a vécu à un moment donné dans sa vie, là. Fait que c'est sûr qu'à toutes les fois que ça arrive, puis que c'est toujours pas réglé à chaque fois que la situation arrive avec ce point de règle-là, ben c'est ça, ça peut prendre un peu de place, tu sais. Comment je pourrais dire? Moi, ça me dérange pas d'arrêter le jeu pour parler de règles, soit dit en passant, que les règles prennent soudainement cette place-là dans une séance, qu'on fasse un arrêt de jeu pour en parler, parce que moi, j'aime ça parler de règles. Moi, c'est une des affaires que j'aime le plus dans le jeu de rôle, c'est les règles. Fait que je sais, il y en a, là, que, tu sais, ils sont là pour vivre leur immersion, leurs personnages fantastiques, pour les sortir de leur quotidien moche. Mais moi, ce qui me sort de mon quotidien moche, c'est parler de règles qui va gérer le fantastique. OK? Fait que ça en fait partie. Fait que, ouais, mais le but, c'est de faire en sorte que la règle ne devienne plus imposante. Qu'elle devienne parmi ces règles qui ne sont qu'un moteur qui ronronne en arrière de tout ce qui se passe dans l'histoire qui est en train de se dérouler devant nos yeux. Donc, c'est sûr que j'aime avoir ces discussions-là, mais c'est dans le but de trancher, de régler ça, de dire, OK, voici l'interprétation. Voici l'interprétation qu'on en fait pour être juste plus efficace. Fait que ça, déjà, c'est déjà quelque chose. Là, est-ce qu'on parle aussi de règles qui sont imposantes qu'à toutes, tu sais, que ça soit tout le temps là, à toutes les fois qu'on joue? Je vais y aller quand même, peut-être. OK, je vais y aller de quelque chose là, qui m'est arrivé il y a très longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, mes premières années de Star Wars. Les fameux points de côté obscur. Ça, je vais vous parler de ça. Ouais, pour ceux qui s'en souviennent de ça. Ça, c'était fatal. Quand tu recevais un point de côté obscur, c'était quand même dramatique. C'était quelque chose, c'était une règle. C'est un chiffre que tu mettais sur ta feuille. Et c'était quand même dramatique parce que tu risquais de perdre ton personnage selon les règles. À moins que quelqu'un s'en foutait, disait, OK, ton personnage tombe du côté obscur, puis on continue à le jouer pareil. Probablement plein de monde ont fait ça de même. Mais à la base, dans le livre, ce qu'ils disent, c'est quand tu accumules des points de côté obscur, à toutes les fois que tu en accumules un, tu prends un D6, tu roules. Si tu roules moins que ton chiffre actuel, tu tombes du côté obscur. C'était quand même assez. C'était assez direct, là. Tu tombais le méchant, là. C'est ça. Puis là, t'étais rendu un PNJ. Un PNJ méchant. Fait que c'était quand même assez fatal, là. C'était plus facile. Ben, tu sais, si tu déconnais gros, là, c'était plus facile de perdre ton personnage à cause du côté obscur que de mourir. Fait que c'était très, très fatal. Je peux vous dire, là, c'était expéditif, on pourrait dire. Quand est-ce que tu pourrais risquer de prendre des points de côté obscur pour ceux qui n'ont pas connu ça? Star Wars D6. Ben, dans la première édition, la deuxième édition, entre autres, tu avais une caractéristique, tu étais un Force Sensitive, un sensible à la force, ce qui te permettait éventuellement d'apprendre les fameux pouvoirs de la force. Qu'il n'y avait pas vraiment à première édition. En fait, c'est à la création de ton personnage, tu peut-être déjà des pouvoirs de la force. Par défaut, tu devenais comme un Force Sensitive. Fait que si tu étais un utilisateur de la force, direct en partant, tu étais à risque. Si tu utilisais un point de force et que tu faisais. Aussitôt que tu utilisais un point de force qui doublait toutes tes caractéristiques pendant un round, ben c'est comme si tu étais sous les mêmes restrictions que quelqu'un qui utilise la force. Okay? Donc, il y avait comme les espèces d'édits de Jedi. C'est ce que Yoda dit dans l'Empire contre-attaque. Okay? Un peu les règles des Jedi.
bien, si tu faisais quelque chose qui était à l'encontre de ça, tu gagnais un point de côté obscur. OK? Si tu étais agressif, si tu essayais de tuer quelqu'un, OK? Il y a des affaires qui étaient claires, là, des moments clairs. Tu es un Jedi, tu essaies de foncièrement tuer quelqu'un pour le tuer. C'est toi qui ouvres les hostilités et tout ça. Tu gagnais un point de côté obscur. Tu prenais un point de force pour faire du mal avec. Tu gagnais un point de côté obscur. C'était ça. Fait que ça pouvait aller assez vite. Puis tu sais, les petits murder hobos, là, ils n'aimaient pas ça, cette règle-là. Parce que si dans un jeu appliquait la règle que tu perdais ton personnage, il faisait des « Ah ben là! » Ouais, mais c'était à toi de pas faire l'épée. Bon, mais reste que c'est ça. Ça avait un bon côté d'essayer d'enligner le jeu sur un certain style, un certain type, parce qu'on voulait que tu joues les bons dans Star Wars. Reste que c'était quand même basé sur une opinion. Parce que des fois, la ligne était mince. C'est ça qui arrive. C'est une règle qui est très fatale, mais qui était basée sur l'opinion du meneur de jeu. Qu'est-ce que lui considérait comme un acte mauvais? Était où la limite entre c'est correct, c'est pas correct? La limite changeait selon la personne, selon moi. Je me souviens qu'à l'époque, j'en ai fait tomber du côté obscur certains personnages. Oh, que les joueurs n'étaient pas contents. Mais c'est ça. En tout cas, tu reste que ça tuait le fun. Je comprends pourquoi cette règle-là est là, mais comme je disais, elle était très expéditive et c'est ça, étant donné que c'était basé sur une opinion, que c'était vague. C'est ça. Quand est-ce que tu donnais ton point de côté obscur? Ben c'est là que ça prenait de la place parce qu'à toutes les fois qu'un point de côté obscur tombait sur la table, ben, il y avait un arrêt de jeu, ça ralentissait le jeu parce que là, il fallait qu'on débatte de la philosophie. Il fallait on avait un petit débat philosophique à savoir, OK, tu sais, dans le fond, qu'est-ce que tu fais avec ton point de côté obscur? Là, pourquoi je l'ai? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter le point de côté obscur? Parce que la ligne, comme je l'ai dit tantôt, était mince entre c'est correct, c'est pas correct. C'était selon l'interprétation du meneur de jeu. Ah, le côté obscur, je vais te dire en passant, il n'y a pas de côté obscur pour ceux qui utilisaient les pouvoirs de la force, qui avaient des caractéristiques. Je veux dire, ça pouvait être tentant parce que tu augmentais toutes tes caractéristiques quand tu avais des points de côté obscur. Tu étais comme plus puissant soudainement. Le côté obscur était tentant. Mais c'est ça. Mais sauf que tu pouvais basculer. Ben ça, c'est un exemple, justement. Puis je pense que le fait que la règle était très fatale, mais pas claire à son application, ça pouvait être imposant. C'était lourd. C'était comme un épée de Damoclès au-dessus de la tête de tous les joueurs, mais tout le temps. D'une certaine façon. Fait que ça, c'est peut-être un exemple là où les règles, les discussions de règles pouvaient prendre une certaine place, c'est ça. Là, j'essaie parallèlement à ça, à penser à des trucs, des règles que, tu sais, sont tout le temps là, puis qui prennent trop de place. Écoutez, je vais vous parler d'une anecdote. Ça ne m'est pas arrivé. C'est encore une histoire un peu dans le même genre, discuter des règles, là, mais parce que je la trouve drôle, là, mais c'est ça. Ça ne m'est pas arrivé à moi. C'est une histoire que j'ai entendue. C'est ma conjointe qui, à une époque, jouait avec une gang. Ça, c'était avant de me connaître. Puis il jouait à Donjon première édition. Okay? C'est du monde qui... C'était dans les années 2000, mais il y a du monde qui était comme avec leur livre de première édition, puis il faisait des games avec ça. Puis dans les faits, il y avait... un moment donné, là, les termes exacts m'échappent. Je sais que c'était un personnage qui était capable de consulter, mettons, on pouvait parler à un arbre ou des... En tout cas, pas nécessairement un arbre, mais en tout cas, il pouvait consulter des trucs de la nature, tu sais, puis il voulait consulter une roche. Puis il y avait une grosse discussion à savoir, la roche, c'est quoi son intelligence pour savoir qu'est-ce qu'elle est capable de dire. En tout cas, là, il y a eu un débat à savoir une roche, ça a combien d'intelligence. Puis là, ça a l'air que là, ouais, mais dans le Dragon Magazine, et puis là, il y en a qui disaient, la roche, elle a probablement un d'intelligence, puis tout ça. Puis là, c'est devenu un running gag parce que dans le fond, le surnom du gars après, c'était un d'intelligence. C'est à cause que là, il voulait absolument que la roche ait un d'intelligence parce qu'il voulait vraiment que la roche lui donne tout plein d'informations. Mais l'affaire, c'est qu'au moment où c'est arrivé, ça a l'air qu'il y a eu tu sais, mettons, sur une séance de 4 heures, il y a eu 2 heures qui ont débattu sur l'hostie de roche, c'est quoi son intelligence. Ils ont vraiment perdu du temps là-dessus. Fait que ça s'est beaucoup trop imposé à savoir, OK, il est capable d'interroger la nature, mais la nature, qu'est-ce qu'elle est capable de lui donner en retour comme information? Puis ça, soudainement, c'était tout sauf clair. Et c'est ça. Fait que je pense que sûrement, il y en a d'autres qui vont avoir des exemples de règles qui sont comme là, qu'on ne peut pas tasser, qui sont claires, mais qui sont lourdes dans l'interprétation. Là, moi, je n'ai pas trouvé, mais tu sais, dans le fond, moi, si ma réponse est plus de l'angle, ben écoute, tu as une règle,
que tu appliques, puis qui ouvre une discussion, puis c'est ça, faut que tu tranches pour être plus efficace. C'est un peu ça que je disais. Trancher pour être plus efficace, faire en sorte que l'interprétation soit claire, ne prenne pas trop de place la prochaine fois qu'elle apparaît. Un bel exposé, François Letard, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir.